Depuis 2 ans maintenant, on vous fait découvrir des mystères en France et ailleurs avec Tolt, et aujourd'hui on est en Seine-et-Marne pour vous raconter des histoires vraies, des légendes surnaturelles, mais sur ta chaîne, il y aura aussi une vidéo, c'est ça? Comme d'habitude, un N'allez pas en Seine-et-Marne où on découvrira du patrimoine, de la gastronomie et toutes les activités à faire dans le département. C'est parti! Allez, on y va! Quoi de mieux que de commencer par la cité médiévale de Provins qui attire depuis plusieurs siècles des voyageurs, ça n'a jamais arrêté, et vous allez voir que la ville n'est pas en reste en termes d'histoire mystérieuse. Alors là, vous êtes sur une ville médiévale très riche, où on suppose, parce que c'est relayé par les sources écrites de l'époque, qu'on a déjà une occupation humaine à l'époque de Charlemagne au IXe siècle. Au XIIe et au XIIIe siècle, on va avoir une phase commerciale qu'on appelle les foires de Champagne. Foires de Champagne parce qu'on se trouve dans une région qui correspond au comté de Champagne. Et les comtes de Champagne sont les seigneurs, on va dire, qui font partie des seigneurs les plus puissants à l'époque médiévale en France. Cette curiosité du XIIe siècle, la tour César, a donné naissance à une légende étymologique qui nous demande si ce nom ne renverrait pas à Jules César et pourrait être une trace de son passage à Provins. Peu probable puisque aucune source ne le prouve, cependant, ce nom est sûrement un symbole de puissance, comme cet autre bâtiment, la Grange aux Dîmes, témoin de la prospérité commerciale de la ville. Et vous allez voir que des symboles, il y en a beaucoup. Du sens se trouve ça et là, pour qui sait l'interpréter. On a découvert Provins de l'extérieur, je me trouve maintenant au Roi Lyre dans la librairie médiévale de Provins pour échanger avec Maxime. Vous allez voir qu'il a plein de secrets à nous révéler, et en plus le cadre est vraiment assez exceptionnel. Je dirais qu'on va avoir deux publics. Un public qui va s'intéresser à un Moyen-Âge de manière historique avec des choses sourcées. Et puis après, un regain d'intérêt pour un autre Moyen-Âge, le Moyen-Âge de la sorcellerie, le Moyen-Âge des contes et légendes, où là pour le coup on va être sur des histoires de fantômes, sur aussi les Templiers et leurs secrets. Peut-être que le trésor des Templiers, il ne serait pas à Rennes-le-Château ou à Gisors, mais vu qu'il y a une communauté templière ici à Provins, potentiellement, il y a des gens qui sont venus ici à Provins dans l'idée de retrouver le trésor des Templiers. Du coup, on va opposer deux choses. Le sérieux, c'est le bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Provins. Donc ça, c'est un groupe d'historiens et d'archéologues de Provins qui existe à peu près depuis les années 50, qui tous les ans font des parutions, donc des parutions sérieuses sur différents sujets sur Provins et le Provinois et sa région. Et par exemple sur celui-ci qui date de 1990, on a un chapiteau sculpté où on a une représentation du péché originel avec Adam et Ève. Donc là on va être sur quelque chose d'assez original parce que normalement les structures de chapiteaux sont des structures avec des fleurs. Là on a une vraie sculpture qui raconte quelque chose. Donc là on va avoir une explication sérieuse sur quelque chose d'un petit peu original. Et à l'opposé, des choses beaucoup plus ésotériques, donc je pense à deux choses. Étienne de Braguse ici, qui lui va faire des ouvrages religieux, mais avec un gros caractère ésotérique. Celui-ci sur l'empereur Charlemagne, donc c'est une biographie sur Charlemagne, mais avec un côté très nombre 23 avec Jim Carrey, avec un truc sur la numérologie, avec tout un tas d'explications un peu tarabiscotées. Gabriel Carmy, qui a été en connexion cosmique avec un Templier. Donc il y a un Templier qui est rentré en connexion avec elle, et donc elle a appris tout un tas de choses sur les règles et les statuts de vie des Templiers, qu'elle aura relaté dans ces livres-là. À la base, elle était parisienne, elle a acheté un château dans la région de Provins, elle a fait de nombreuses visites dans les souterrains, et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est une autre manière d'apprendre le Moyen-Âge, et là d'avoir une vision du Moyen-Âge un peu illuminée et ésotérique. La ville de Provins inspire donc aussi bien les légendes historiques, religieuses et royales que celles un peu plus ésotériques, et encore aujourd'hui, des témoignages d'apparitions, comme on en connaît tous, circulent à propos de quelques bâtiments de la ville. C'est normal, ça fait partie des croyances, mais ce qui appelle le mystère, fait travailler l'imagination et ouvre vers des découvertes passionnantes, c'est un autre endroit où je vous emmène immédiatement, les souterrains. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé sur des périodes qui peuvent durer plusieurs siècles, mais on sait que ça existait depuis l'époque médiévale et on avait tout un réseau de galeries qui courait en contrebas du plateau rocheux et également sur le haut de la ville. On avait une certaine partie des caves voûtées en sous-sol qui étaient reliées par des souterrains, qui ne le sont plus forcément maintenant, étant donné que, au bout d'un moment, les propriétaires peuvent avoir bouché
les accès. Et nombreuses marques et écritures témoignent de la fréquentation du lieu. Ces souterrains étaient autrefois une carrière, un endroit où se réfugier, puis des entrepôts pendant les foires de Champagne, pour enfin servir de lieu d'initiation et cérémoniel, comme ces inscriptions le prouvent, à la gloire du grand architecte de l'univers, ou encore cette chouette datée du XVIIIe siècle qui symbolise le fait de voir dans les ténèbres. Une loge maçonnique, l'Heureuse Alliance, est présente par intermittence depuis 1783 et aujourd'hui, le CREPS, le Cercle de recherche et d'études du Provins souterrain, s'intéresse à toutes ces marques laissées sur la pierre, ces traces de vie à répertorier et interpréter qui montrent aussi bien la vie courante que celle plus spirituelle, des signes que aussi bien le Provins historique et quotidien que le Provins légendaire et ésotérique s'entremêlent, même ici, sous terre. Il y a des récits vraiment effrayants dans le coin. J'aime beaucoup les légendes et histoires surnaturelles autour de châteaux ou de lieux de patrimoine parce que, quand on s'y intéresse, on se doit de connaître l'histoire du lieu pour comprendre d'où viennent ces récits et pourquoi on les raconte aujourd'hui. Ça tombe bien, direction le château de Blandy pour découvrir ces histoires de fantômes, de trésors et son histoire vraie. Le début de la construction du château remonte a priori au XIIIe siècle, peut-être un petit peu avant. Alors on ne peut pas avancer de date vraiment avec certitude parce qu'on n'a pas de documentation sur cette période. Et donc c'est au siècle suivant que les rois de France, Charles V puis Charles VI, demandent aux seigneurs de Blandy, les vicomtes de Melun, de fortifier le château. En fait, on est dans le contexte de la guerre de 100 ans à ce moment-là. À partir du XVe siècle, le château perd finalement sa vocation militaire et sous l'Ancien Régime, ensuite, il sert vraiment de résidence pour les grandes familles qui l'occupent. Le Grand Veneur est une figure fantomatique associée aux légendes de chasse infernale et sauvage. Il hanterait Fontainebleau et la Seine-et-Marne, on en parlait déjà dans une précédente vidéo. Il se trouve qu'une légende associée le rattache à ce château, ainsi qu'à Charles de Bourbon, le comte de Soissons et propriétaire du château de Blandy autrefois. On raconte qu'il aurait rencontré le Grand Veneur dans la forêt de Fontainebleau. Il aurait eu une apparence de géant. Charles de Bourbon l'aurait poursuivi aux côtés d'Henri IV pour finalement l'entendre murmurer à son oreille, puis plus rien. Juste le bruit du vent. 3 ans plus tard, le comte de Soissons s'éteint au château de Blandy. Les rumeurs racontent que le Grand Veneur serait entré le soir de la mort de Charles dans sa chambre. Derrière ce récit de fantômes associé à ce château se cache une mythologie très ancienne qui renvoie aux croyances envers les génies psychopompes. Le Grand Veneur entre dans la chambre du mourant pour l'accompagner vers le monde des morts. C'est la définition des entités psychopompes dans les croyances d'autrefois. Elles servent de guide, de passerelle entre deux mondes. Des spectres, cette fois, pourraient être aperçus, fendant l'air au niveau des tours du château fort, une fois par an à la Toussaint. On entendrait des bruits de chaînes, des soupirs, des grincements. Des récits classiques, mais qui font frissonner. Cependant, c'est une légende autour d'un trésor qui a retenu mon attention, l'arbre maudit. Au XVe siècle, Jean de Dunois, dit le Bâtard, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, époux de Marie d'Harcourt, laisse un certain Gavy s'occuper des affaires du château en tant qu'intendant pendant son exil. Ce Gavy, décrit comme odieux et infréquentable, terrorise les gens et il passe souvent ses journées dans les bois à côté du château, au niveau d'un gros chêne frappé par la foudre, surnommé l'arbre maudit du fait de son apparence. Très souvent, des cris sont entendus à cet endroit. On raconte que c'est là où un des barons de Blandy s'était fait assassiner par son frère, et depuis, une âme errante hanterait le lieu. D'autres rumeurs se racontent autour de cet arbre. Dans le livre Les mystères des vieux châteaux de France d'Alexandre Bailly, on peut lire « On prétendait que ce chêne était hanté par des farfadets, des loups-garous, des fées, des dames blanches, des diables. On disait que des gnomes hideux gardaient des trésors immenses enfouis entre ses racines. Que les sorciers et sorcières s'y donnaient rendez-vous pour tenir leur sabbat. Un jour, Gavy s'enfuit avec les richesses de Dunois. Au retour de Dunois, ce dernier fait abattre le chêne. Il remarque alors des ossements, ainsi qu'un petit coffre contenant les richesses de Dunois. En fait, Gavy, en fuite, s'était caché dans l'arbre, mais le vieux tronc avait fini par s'écrouler sur lui. Gavy a péri à l'intérieur en hurlant à l'agonie. Et alors que tout le monde pensait entendre les hurlements du fantôme de l'arbre maudit, c'était en réalité ceux de Gavy.
Il y a beaucoup d'autres contes et légendes autour du château, mais il faut bien comprendre que le vrai se mêle au faux, et ces légendes datent principalement du 19e siècle. On les doit à René Morel, qui était juge de paix et passionné d'histoire et folklore local. À son époque, le château de Blandy-les-Tours est une ruine, et ces légendes permettent de donner une atmosphère fantastique au château, de partager son nom plus facilement, et donc le faire connaître, pour que sa mémoire demeure. C'est aussi ça qui me passionne avec les légendes, même si ces récits sont inventés, ils permettent de marquer les esprits et revaloriser un patrimoine qui se perdait à l'époque. Mais aujourd'hui, le château est bien là, a vécu une véritable renaissance, et on y fait encore des découvertes passionnantes, certaines liées aux croyances de l'époque. Au 19e siècle, les fouilles archéologiques découvrent des nécropoles mérovingiennes et carolingiennes, et à partir de 1980, les associations locales et le service départemental d'archéologie entament des fouilles plus méticuleuses. On y a notamment découvert un cimetière à Répy. À l'époque, on disait que les enfants morts sans être baptisés étaient condamnés à errer dans les limbes. C'était des âmes en peine en gros. Alors pour que ces enfants, souvent morts-nés, puissent trouver le repos éternel, on les a menés à des sanctuaires à Répy pour guetter un signe de vie sur le corps. Le champ d'interprétation était bien sûr très large. Cela permettait, quand le répit était prononcé, de leur offrir une sépulture chrétienne et aux parents de faire leur deuil. En 1992, le département de Seine-et-Marne rachète le château à la commune et entame une campagne de fouilles et de reconstitution pour sauver le château fort jusqu'à sa réouverture en 2007. C'est quelque chose de rare, de reconstruire un château fort comme ça. Comme l'écrit Isabelle Rambaud dans le livre Le château de Blandy-les-Tours, ce château attire aujourd'hui aussi bien les amateurs d'histoire que ceux qui cherchent le paranormal et en profitent pour mener des enquêtes, à la recherche des fantômes légendaires qui continuent de perpétuer, à leur manière, l'histoire du lieu. Direction Moret-sur-Loing à la découverte de curiosités d'autrefois et d'aujourd'hui. Ce que j'aime avec les folklores locaux et les récits plus fantastiques, légendaires, qui touchent à nos croyances, c'est que ces histoires, ces témoignages du passé, sont remplis d'émotions et permettent, en les racontant, de rendre extraordinaire ce qui pourrait paraître banal à nos yeux, comme par exemple une simple pierre, magique pour certains. Déjà en 1638, on sait que les gens venaient enlever des morceaux de cette pierre, qui était une base de croix, c'était la croix Saint-Nicaise. On venait enlever des morceaux de pierre, on les mettait dans des petits sachets au cou des enfants pour les protéger de la coqueluche. Dans les années 50, ça se faisait encore, donc on l'a ramenée ici pour qu'elle soit sauvée. D'autres icônes religieuses renvoient au désir de protection et survivent jusqu'à aujourd'hui, au temps qui passe. Vous voyez ici, on a une statue de la Vierge. Celle-ci est assez récente, elle date de 1556 et elle porte en dessous une inscription qui nous dit qu'elle reste la seule espérance du bienheureux et de la béatitude. Au Moyen-Âge et même encore à la Renaissance, on met souvent sur les portes des statues d'un saint ou de la Vierge pour attirer la protection divine sur la ville. Et en remontant un peu le temps, l'empreinte des Templiers est visible même ici, à Moret, par le biais d'une histoire vraie qui se raconte depuis le XIVe siècle. Le fameux trésor templier. Vous savez qu'on prétend que les Templiers ont un trésor, on l'a cherché partout à droite et à gauche. En tout cas à Moret on en trouve un, mais c'est en 1307. C'est-à-dire que Hugues de Perrault, qui est grand visiteur de France, arrive à Moret et il remet un coffret dans lequel il y a 1189 pièces d'or et 5010 pièces d'argent à Pierre Gaude, qui est un commandeur templier de Bouvin-en-Gâtinais, c'est-à-dire à Grès-sur-Loing. Ce commandeur templier va remettre son coffret à un pêcheur de Moret. Alors un pêcheur, c'est pas un pêcheur à la ligne, c'est un type qui a une pêcherie, une entreprise. Et après, ce que l'on ne sait pas, c'est est-ce que le pêcheur a été dénoncé, les hommes du roi sont tombés dessus pour lui prendre le coffret, ou est-ce qu'il a eu peur, puisque l'arrestation des Templiers, c'est juste après, là on est le 22 septembre, ils sont arrêtés le 13 octobre. Est-ce que, éventuellement, le pêcheur, c'est lui qui a remis le coffret aux hommes du roi? Ce qu'on sait, c'est que tout cet argent a été réinjecté dans les caisses royales, en 1321. Bien sûr, à Moret comme à Provins et à Blandy, des récits surnaturels, il y en a. Il y en aura toujours. Il y a des gens qui prétendent qu'on voit une dame blanche régulièrement dans un endroit qui s'appelle l'îlot du Mont-Saint-Jacques. Parce que dans les appartements qui ont été, comment dirais-je, achetés depuis, il y a des gens qui disent entendre des bruits bizarres et ainsi de suite. Et puis, il y a une trentaine d'années, il y a des gens qui avaient vu un personnage qui flottait un peu au-dessus du sol dans la cour de ce Mont-Saint-Jacques. Bon, ça fait partie des légendes locales. Ces fantômes nous accompagnent et chaque endroit parcouru me fait un peu plus prendre conscience de l'infinité de petites histoires extraordinaires qui se cachent autour de nous. J'espère avoir encore longtemps la curiosité d'aller les chercher et de vous les partager, pour qu'à votre tour, vous partiez en quête d'autres récits pour les transmettre autour de vous.
Si cette découverte de la Seine-et-Marne vous a plu, n'hésitez pas à la partager en soutenant ce format et la playlist avec toutes les autres vidéos. C'est le meilleur moyen de nous permettre avec Tult de continuer ce qu'on fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.